Concentration, réflexion, voilà les maîtres mots de l'épreuve de philosophie. Ce matin, les élèves de terminale avaient 4 heures pour plancher sur l'un des sujets imposés. En filière générale, au choix, un extrait d'Émile Durkheim ou 3 questions, dont celle-ci. Discuter, est-ce renoncer à la violence ? Pour étayer la dissertation, de nombreuses références étaient possibles. Bien évidemment, on pense à Aristote, à cette idée que pour lui, dans les politiques, la vie dans la cité se noue, se lie autour du dialogue, du langage. Ça, c'est très important. Je pense aussi à Bergson qui nous dit effectivement que la vie quotidienne fait que nous rentrons dans un rapport mécanique. On parle de façon utile, on parle de façon directe et rapide. Et parfois aussi, peut-être que cette violence ou cette agressivité, elle peut être entendue comme une manière trop brutale, vous voyez, d'aller vers l'autre. Au programme du bac technologique, Sigmund Freud et des interrogations. Savoir, est-ce ne rien croire? La technique nous libère-t-elle de la nature? Ou encore le sujet favori de ce professeur de philosophie, est-il toujours injuste de désobéir aux lois? Avec en synthèse... La notion de justice est une notion qui est morale en fait. En fait, la notion de justice échappe aux lois. C'est une notion qui est dans l'entre-deux. Et donc, bizarrement, et même sainement, on va dire, pour être juste, il faut savoir des fois se révolter contre l'aspect formel des lois, contre l'aspect purement légaliste des lois. Vous n'avez pas brillé durant votre composition? Rassurez-vous, cette année, seule sera retenue la meilleure note entre l'épreuve du bac et le contrôle continu. Publication des résultats le 6 juillet. Ambiance détendue ce matin, les 324 étudiants convoqués dans ce lycée pour l'unique épreuve écrite de ce baccalauréat discutent, rigolent et on ne voit pas beaucoup de fiches de révision. Je vais pas mentir, non, j'ai rien fait du tout. Parce que justement, je suis très confiante. C'est comme si j'allais un simple contrôle de philo, donc aucun stress vraiment. Au pire des cas, si je me rate cette fois-ci, ils prennent la meilleure note. Donc il n'y a pas de problème. J'ai une moyenne de 13-14. Donc c'est plutôt satisfaisant et je pense que ça devrait aller du coup pour l'épreuve d'aujourd'hui. Bonjour. C'est l'heure de regagner les salles d'examen. Cette année, 4 sujets au lieu de 3 sont proposés aux élèves. Ils peuvent rendre copie blanche mais doivent rester au minimum 1 heure. Je tiens bien sûr à vous encourager à travailler les 4 heures parce que même si vous avez déjà une bonne note, eh bien pourquoi pas l'améliorer. Bon courage. Ça n'a pas empêché certains de sortir plus tôt. L'argumentation c'est assez long et j'aime pas trop argumenter, on va dire. Du coup, j'ai fait ce que je pensais faire bien et j'ai arrêté. Parce que dans tous les cas, j'ai contrôle continu. Il est quelle heure là? Il est 9h. Comme cet étudiant, d'autres ont rapidement rendu leur copie. Alors une demi-heure, il y a eu à peu près une 50aine d'élèves qui sont sortis. Xavedo. Juliette et Eva ont, elles, profité de cet examen et de cette chance supplémentaire pour tenter d'augmenter leurs notes. J'ai eu que 10,5 au contrôle continu, donc si je peux essayer d'avoir un peu mieux, c'est bien. Le sujet 1, il m'a inspiré. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Déjà que la violence, elle n'était pas que physique. Dans les mots, les paroles, tout ça. Citation de moi-même. On n'a pas passé le bac français l'année dernière, donc je pense que c'est important de s'entraîner quand même à des concours et être mis en situation d'examen. Donc on a l'opportunité de le faire, donc il faut le faire au maximum. Et si certains mentionnent déjà un baccalauréat au rabais, ce n'est clairement pas l'avis du recteur de l'Académie de Nice. Non, il n'est pas plus facile. La mise en place du contrôle continu oblige de fait les élèves à travailler de façon permanente. C'est quelque chose d'important et que nous valorisons bien évidemment à travers l'obtention du diplôme. La prochaine et dernière épreuve pour les terminales, ce sera le grand oral du 21 juin au 2 juillet. Nous accueillons Véronique Mondin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue au CHU de Nice. Donc, on l'a entendu dans le sujet, les primo-injections ont tendance à ralentir. Le rythme de vaccination en France est toujours soutenu, c'est vrai, mais tout de même, il y a un certain tassement, voire une légère baisse en ce qui concerne les primo-injections. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je pense qu'il faut qu'on ait en tête l'objectif qui est celui d'avoir à peu près 80% de la population vaccinée, si on veut cette fameuse immunité vaccinale. Donc je crois que c'est important qu'on ait cet objectif, ce cap, que tout le monde le comprenne bien et se démolise pas à l'heure justement où la plupart des gens peuvent se dire l'épidémie diminue et peut-être que c'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'au bout. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on aille à ce chiffre-là, c'est important. Donc même si c'est l'été qui arrive, même si l'épidémie est en net recul, c'est le bon moment pour aller se faire vacciner?
ne faut pas oublier qu'on n'est protégé que 3 semaines après la deuxième dose. Donc la primo-vaccination, c'est très important, mais ce qui est surtout très très important, c'est d'aller au bout de la vaccination. Donc là, je crois qu'il y a un message aussi à faire passer. Quelquefois, les gens, on voit bien, veulent arranger leurs vacances en fonction de la vaccination, en se disant est-ce que je peux partir avant, après, et du coup, on a un certain aménagement de l'espacement des doses. Je crois qu'il faut qu'on reste vraiment très attentif à ce que cette vaccination soit optimale et qu'on ne se sente protégé qu'à 3 semaines après la deuxième dose. Oui, il faut absolument avoir le schéma vaccinal complet. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la vaccination des soignants. C'est le ministre de la Santé ce matin qui s'est exprimé sur le sujet. Il a lancé un appel solennel, alors en particulier aux soignants des EHPAD. Il a notamment rappelé certains chiffres. Pour les EHPAD, il y a moins de soignants primo-vaccinés que dans l'ensemble de la population adulte et il s'en alarme. Et la question de la vaccination obligatoire n'est plus totalement tabou dans la bouche du ministre de la Santé. Quel est votre avis là-dessus? Faut-il rendre la vaccination obligatoire chez les soignants? Alors ça, c'est une question qui est éminemment politique, mais c'est vrai que sur le plan de la gestion de l'épidémie, si on est cohérent et si on a en tête encore les chiffres dramatiques qu'on a vécus ces derniers mois, et si on a une responsabilité de soignant que tout soignant doit avoir en son fort intérieur, j'ai envie de dire que c'est difficile de comprendre que certains soignants ne se sentent pas encore concernés par la vaccination. Donc malheureusement, s'il faut aller vers une sensibilisation un peu plus musclée pour leur faire comprendre leur rôle majeur dans le frein de l'épidémie, je pense que oui, c'est important. Bon, on a un devoir à jouer, nous, en tant que soignants, bien évidemment. Et la vaccination obligatoire chez les soignants, alors, plutôt pour ou contre? Plutôt un petit peu pour. Numéro 90, ça. Dans cette salle d'attente, une majorité de patients attendent leur rappel de vaccin. Le centre de vaccination de Fréjus-Saint-Raphaël constate une légère diminution du rythme des premières injections, un plateau progressivement atteint pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, une proportion de vaccinés dans l'agglomération supérieure à la moyenne nationale, à savoir 46%. On est à peu près à 70 000 doses injectées depuis le 18 janvier. Et à peu près à 45-46 000 primo-injections, rien que pour le centre de vaccination. Ce qui, effectivement, si l'on rajoute les vaccinations de ville, de l'hôpital, eh bien, on doit être à peu près à 55-60% de personnes primo-vaccinées. Afin de ne pas stagner, plusieurs aménagements sont envisagés, notamment pour inciter les jeunes actifs. On a développé les fermetures tardives jusqu'à 19h. Ça a commencé cette semaine, ça sera pérennisé au cours du mois de juillet. Les doses de vaccins sont livrées en fonction des rendez-vous. Le bon approvisionnement autorise dès maintenant les touristes à venir se faire vacciner ici. Dès maintenant, on est prêt, on peut vacciner les gens, des touristes qui viendraient d'autres territoires. Il n'y a aucune difficulté. Pour les patients vaccinés avant le 3 mai, le QR code nécessaire au pass sanitaire n'était pas encore remis automatiquement. Le centre s'occupe alors de les générer a posteriori. Soit les personnes viennent se présenter au centre avec leur certificat qui leur a été délivré, avec ils ont un code patient et moi je peux effectivement retrouver via l'ordinateur toutes leurs données et leur sortir leur QR code. La situation sanitaire continue de s'améliorer dans le département du Var. Le taux d'incidence s'établit à 28 et le taux de positivité atteint 1,1%. Allez, on va parler de tourisme, on va parler de l'arrière-pays dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec notre invitée Mylène Agnelli, maire d'Isola. Bonsoir, vous êtes également vice-présidente de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Et donc on va parler de cette saison touristique qui s'ouvre quand même dans un contexte très particulier. C'est la première grosse saison après le passage de la tempête Alex. Il y a bien sûr aussi eu la crise sanitaire qui est passée par là. Est-ce que la région, est-ce que cet arrière-pays, est-ce que les stations de montagne sont prêtes à héberger et à accueillir les touristes cet été ?
Oui, les stations sont prêtes, les communes travaillent depuis longtemps à la reconstruction et à l'accueil de nos touristes. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie que nous allons les accueillir très prochainement, dès ce week-end pour Isola, avec déjà l'ouverture de la remontée mécanique du Mercantour et puis nos hébergeurs qui sont prêts, qui ont très envie de travailler, les restaurateurs, les commerçants. Voilà, beaucoup d'activités et je pense que nous allons avoir beaucoup de monde. Alors sur cette station d'Isola dont vous êtes la maire, est-ce que les réservations sont en hausse cette année ou au contraire on a eu un peu du mal à faire le plein? On a beaucoup de réservations, beaucoup de demandes. L'été dernier, on a déjà eu beaucoup de monde. La montagne, c'était vraiment une valeur refuge et c'était le cas de la même manière à Oron, à la Colmiane et dans toutes les stations de moyenne montagne également. Donc là, on a vraiment beaucoup de réservations et encore plus depuis les dernières annonces. Voilà, les gens ont très envie de venir en vacances, de venir s'aérer, de prendre le bon air, de faire du vélo, de la randonnée, d'aller dans nos piscines. Voilà, donc on s'attend à avoir vraiment un très bel été. Aussi, peut-être finalement, grâce entre guillemets à la crise sanitaire, les gens partent moins à l'étranger, ils se rabattent plus sur les destinations françaises. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez ou pas ? Oui, clairement, c'est, on va dire, l'effet positif du Covid. Voilà, ça attire beaucoup de gens en montagne, en France. Ils ont envie de rester proches de la nature. Ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans des espaces urbains ou dans des concentrations avec énormément de monde. Donc, c'est vrai que là-dessus, on tire notre épingle du jeu. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu la tempête Alex, il y a eu la crise sanitaire. Donc, pour nous, ça a été beaucoup de défis à le relever. Mais on a vraiment pu faire preuve d'une grande solidarité avec les élus, avec la métropole et avec la région donc, et le département bien sûr. Donc on est tous prêts pour accueillir nos touristes. Des gestes précis et une concentration maximale. William concourt pour devenir le meilleur métallier de France. Pendant 3 jours, le jeune Marseillais affronte 9 autres candidats. Au programme, la reproduction en métal de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Un travail de longue haleine qui demande rigueur et patience. C'est des concours qui demandent beaucoup de temps de préparation. William, il est très rigoureux, il s'est fait vraiment comme un grand sportif de haut niveau. Il a travaillé son physique, son mental, le métier bien évidemment et toutes les compétences ou effectivement métiers qui sont demandés pour cette pièce-là. Un entraînement que son juré espère fructueux. Après une médaille d'argent obtenue en 2018, William n'a désormais qu'un seul objectif en tête. On a alors en tête, c'est l'objectif, c'est essayer de se baser un peu sur les expériences que j'ai pu avoir sur les 2 autres éditions que j'ai faites avant. Donc oui, pour aller chercher cette médaille d'or. William est le favori du concours, un statut que le jeune homme assume pleinement. Il faut se le dire, il ne faut pas se mentir, c'est un lot de pression en plus, mais voilà, j'essaie de déconnecter sur ce point-là et de prendre un maximum de plaisir sur la pièce. Et je me focus là-dessus et voilà. Une épreuve de 17 heures étalée sur 3 jours qui comptera pour 50% de la note finale. Le reste sera attribué lors de la seconde phase du concours qui aura lieu à Lyon en janvier prochain. À Villefranche-sur-Mer, depuis hier, on compte une dizaine de nouveaux habitants et c'est Monsieur le maire qui fait les présentations. On a des petits nouveaux, vous voyez, ils sont là. C'est les vélos bleus électriques. Je pense que c'est vraiment bien, c'est une bonne initiative. Et puis en plus, à Villefranche, c'est utile le vélo électrique. Vous savez, Villefranche, ça monte, ça descend. Rien que pour venir de Nice par le boulevard Carnot, c'est difficile. Donc là, c'est un outil qui me semble vraiment important pour les gens de la métropole qui veulent venir jusque chez nous. Dans le cadre du plan vélo de la métropole Nice-Côte d'Azur visant à démocratiser la pratique du vélo en ville et la rendre plus régulière, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et donc Villefranche-sur-Mer ont suivi l'exemple, entre autres, de leurs voisines niçoises. Je pense que c'est plus qu'un phénomène de mode. Il y a un gros encombrement des routes par les véhicules à moteur. Et aujourd'hui, le vélo électrique, c'est une vraie solution. À Villefranche, par exemple, on a mis en place un sens unique qui va permettre de laisser une place pour le vélo. À quelques kilomètres de là, à Nice, c'est le réaménagement du boulevard Gambetta qui suscite encore des interrogations. Automobilistes, riverains, cyclistes, pas facile de faire cohabiter tout le monde. Pourtant, pour Daniele, le projet doit être commun. Il y a une discussion possible, mais il faut partir des mêmes bases et de la même idée. C'est-à-dire que le problème initial, c'est quoi ? C'est pas ne plus pouvoir aller prendre sa baguette avec la voiture, c'est la pollution, les bruits, les villes qu'il faut désengorger, comme Nice, il y a plein de voitures.
Avec plus de 6000 adhérents et 3000 utilisateurs quotidiens, le service Vélo Bleu vient conforter les municipalités dans leurs investissements. Les pistes cyclables imposées par la loi sont également indispensables. Le problème, en fait, c'est que beaucoup de monde ont peur de faire du vélo et c'est pour ça que c'est important de faire des infrastructures, des pistes cyclables parce que ça sécurise. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est décédé sous la promenade et ben justement, c'est un problème, ça arrive et c'est important de sécuriser la route pour les vélos mais aussi pour les voitures parce qu'une fois qu'elles sont en piste cyclable, même les voitures, je pense, sont moins stressées de circuler. Hasard du calendrier, demain aura lieu l'événement Nice Fête le vélo avec de nombreuses animations consacrées à la pratique du vélo. Dernier préparatif avant le grand jour pour Maurice. Ce Salonnais de 39 ans va disputer ce samedi le championnat du monde de kickboxing à Milan. Un dernier challenge à relever après 20 ans de pratique. Là, ça sera ma dernière compétition, parce que j'ai quand même 39 ans, ce qui n'est pas rien pour un boxeur. Puis bon, j'avais déjà 2 championnats du monde à mon actif précédemment. Donc là, je le prends plus avec maturité, voilà, histoire d'apprendre encore des choses, parce que j'apprendrai, je pense, toute ma vie, et prendre du plaisir avant tout. Pour l'ultime défi de sa carrière, le double vice-champion du monde a dû s'adapter pour sa préparation. Crise sanitaire oblige. Accompagné par son coach, le Salonnais s'est entraîné en bas de chez lui 3 fois par semaine depuis le début de la crise en mars dernier. Ça a été très dur parce qu'on s'est entraîné dehors. J'ai pas pu aussi l'entraîner à ma façon. Parce que vous savez, dans une salle, c'est encore mieux. Il y a les sacs, il y a cette atmosphère vraiment de champion. Et là, ça a été vachement dur de s'entraîner dehors en plein hiver. Bon, c'est un garçon courageux. Et là, il a résisté, on a bien travaillé. Dans la catégorie des moins de 91 kg, Maurice sera le seul participant français. À bientôt 40 ans, il pourrait devenir le premier tricolore amateur à remporter la ceinture mondiale dans sa catégorie. Le musée de la photographie accueille Sebastião Salgado, photographe franco-brésilien très engagé. Il a sillonné une vingtaine de pays à la recherche de paysages ou de portraits. Afghanistan, Bosnie, Éthiopie ou encore Kenya. Ces 31 clichés en noir et blanc s'inspirent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ressent immédiatement cette profonde humanité au regard de Sebastião Salgado qui nous conduit aux 4 coins du monde et pour nous amener, on va dire, avec sur le prétexte d'une image belle mais surtout touchante, avec un texte profond. Humaniste, défenseur de l'environnement, le photographe de presse capte des instantanés du monde qui l'entoure, des scènes de la vie quotidienne. Beaucoup d'émotions et de poésie dans ce moment de recueillement d'un Touareg au sud d'un désert d'Algérie. Et c'est un moment de contemplation et cette photographie est un reflet de l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui illustre le droit à la liberté de pensée et de conscience. Et c'est une belle invitation au voyage et à la poésie et qui est toujours avec cette lumière et propre aux images de Salgado et avec cette pensée dirigée. Un des 5 photographes français qui siègent à l'Académie des Beaux-Arts section photo. Il est le sujet d'un documentaire projeté également au musée de la photographie et récompensé à Cannes en 2014. C'est un film magnifique qui a été tourné par Wim Wenders, qui est un photographe-réalisateur. Ce film retrace l'œuvre de Sebastião Salgado, toute sa vie, sur plus de 40 ans, des origines jusqu'à maintenant. Dans ce documentaire, donc, nous voyons les origines du travail de Sebastião Salgado, nous voyons les grandes thématiques qui ont été couvertes pendant toute sa vie, et puis son engagement en faveur de la planète. C'est particulièrement beau, touchant, esthétique, et tourné à la façon de Wim Wenders. L'exposition Sebastião Salgado Déclaration est à retrouver au musée de la photographie à Nice jusqu'au 26 septembre. Vous l'entendez derrière moi, ici au circuit Paul Ricard, les voitures ont déjà entamé les tours de piste. Cette année, le Grand Prix de France peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs par jour, contre 65 000 en temps normal. Alors, juste avant d'arriver dans le circuit, passage obligatoire pour tous les visiteurs dans cette tente pour passer un test Covid antigénique, du moins pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et malgré ces restrictions sanitaires, vous allez le voir, les fidèles sont au rendez-vous. Pas question de rater le spectacle.
Nous, on habite le Bossé, donc évidemment, c'est important d'être ici. C'est le Grand Prix du pays, donc évidemment, c'est une fierté. Et j'espère qu'on gardera le Grand Prix et qu'ils ne décaleront pas à Magny-Cours. C'est magnifique. Moi, c'est la première fois que je vois un Grand Prix en vrai, donc voilà, c'est assez récent. J'ai découvert le sport assez récemment. Mais non, ça fait plaisir, c'est fou de voir ça en vrai, le bruit et tout. J'attendais que ça, donc voilà. On est en famille puisqu'il y a le grand-père, le père et le fils, et le petit-fils. Alors si ici l'ambiance est à son comble, ce n'est pas le cas en contrebas du circuit dans les villages alentours. Les habitants sont plutôt partagés. Certains sont bien évidemment heureux de voir les champions de Formule 1 sur leur terre. D'autres soulèvent notamment des problèmes de circulation. Ils regrettent également que leur petite commune ne puisse pas, d'un point de vue économique, profiter pleinement de l'événement. À une époque, ça a été bénéfique, à une époque, parce que tout le monde en profitait. Mais là, il n'y a que ceux du haut maintenant qui en profitent. Le Grand Prix n'amène pas de monde parce que tous les gens restent en haut. Avec la police qui surveille bien sûr les sorties et les entrées. Quant à la compétition, tous les projecteurs seront tournés vers le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. 2 Français seront en lice pour ce Grand Prix de France, Esteban Ocon et Pierre Gasly qui auront à cœur de briller à domicile. Les qualifications, ça commence demain dès 15 h. La course, quant à elle, se tiendra dimanche à la même heure. Au large de Monaco, on se prépare pour le grand bain de 7 bébés hippocampes. Ces petits poissons sont nés il y a 9 mois au sein du musée océanographique de la Principauté et vont pour la toute première fois trouver les eaux bleues de la Méditerranée. C'est une étape importante. Voilà, on a élevé ces petits hippocampes pendant quelques mois dans le centre de soins. Ils sont au cœur du projet d'étude vraiment de la population dans toutes les eaux monégasques. Donc il y a forcément un peu d'émotion, on est content de les remettre à l'eau. Et ces poissons emblématiques sont une espèce quasi menacée. L'année dernière, il aura fallu 160 heures de plongée sous-marine pour prélever 3 hippocampes mouchetés. Sur ces 3 individus, seul le mâle qui porte les œufs a donné naissance à une centaine de bébés hippocampes. Très peu d'entre eux ont survécu. En milieu naturel, on estime qu'on est à moins de 1% de taux de survie. Maintenant, un des objectifs de l'étude, c'était justement d'arriver à progresser sur ces protocoles d'élevage. On a fait un essai, il nous reste 7 individus, c'est pas mal. Et ces jeunes hippocampes réintroduits continueront d'être surveillés grâce à 2 outils innovants. On va prélever de l'ADN environnemental, des traces d'ADN que nous allons analyser, de manière à avoir une observation témoin. Nous sommes sûrs que les hippocampes sont là, on va prendre les mesures et régulièrement, pendant 5 ans, en fait, on va mener un suivi de manière à essayer de tracer et d'observer non seulement ces hippocampes, mais d'autres hippocampes et de manière à avoir un suivi de la population d'hippocampes en Principauté de Monaco. Ces bébés ont été remis à l'eau ce mercredi sur le site des Roches Saint-Nicolas au port de Fontvieille. Des plongeurs et scientifiques les ont relâchés à une vingtaine de mètres de profondeur sous les yeux du prince Albert II de Monaco.